connaissez l'histoire avec le rabbin qui allait, il était candidat dans une certaine communauté. Et chaque Shabbat, il ramenait un autre rabbin pour être candidat. Et bon, il passe par un, par un deuxième. Et le comité a fait une erreur. Ils ont invité deux rabbins pour le même Shabbat. C'est l'erreur à ne pas faire, hein. Mais bon, c'était fait. Alors, ils ne savent pas quoi faire. Et bon, il y a un rabbin comme ça qui est là-bas, qui prépare tout son discours. Et il est sérieux. En plus, les deux rabbins, on les met dans la même chambre d'hôtel. Ils avaient réservé une chambre, ils ont tous réservé. Et ils se retrouvent à mince, il y a deux rabbins. Bon, il y a un rabbin qui est âgé et qui est sage. Il est vraiment sérieux. Il a étudié beaucoup dans sa vie. Il a des connaissances immenses. Et il a préparé, ça fait déjà 2 semaines qu'il a préparé son discours. Et le soir, après le repas de Shabbat, dans la chambre, il fait des 100 pas et il révise son discours exactement avec l'introduction, la question, les intonations, les mouvements, les réponses, les histoires. Et bon, il y avait un autre rabbin qui était un peu plus jeune. Et lui, il était un peu dernière minute. Alors, il a pas trop, il avait pas trop préparé son cours. C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Et là, il voit qu'il a une pointure en face de lui. Et un bon moment, il est comme ça dans le lit. Il se dit, attends, mais j'entends tout le discours de demain. J'écoute bien ce qu'il dit. Et le rabbin, il répète son discours une fois, deux fois, quatre fois, cinq. Et c'est bon, je le connais par cœur. Le lendemain, le jeune rabbin va voir le comité. Il dit, écoutez, ça se fait pas vraiment ce qui s'est passé parce que vous m'avez pris dans ce Shabbat où j'ai vraiment pas j'ai zéro chance face à ce rabbin. Vous voyez, vous ramenez un rabbin avec une barbe blanche. Moi, j'ai une barbe noire. J'ai aucune chance face à lui. Alors, après son discours, plus personne ne voudra m'écouter. Alors, au moins, commencez avec moi. Je suis le plus jeune. Commencez avec moi. Les gens, ils vont écouter comme ça. Et après, lui, personne ne se fait de soucis. Voilà. Une personne qui est plus âgée, déjà, il l'éveille un peu en respect. Alors, ils disent, OK, d'accord. Il y va. Et il commence exactement le discours qui était préparé méticuleusement par le vieux rabbin. Et le vieux rabbin, il écoute. C'est la même blague de début. Et tout est pareil. Il se dit, mais c'est incroyable. Et après, il comprend, mais c'est un vrai escroc, celui-là. Il a écouté ce que je disais dans la chambre et il répète. Et là, maintenant, il va me mettre bouche bée, j'aurais plus rien à dire. Il m'enlève mon discours, il m'a piqué. Mais c'est pas juste. Après, il se dit, attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller pour les raconter cette histoire. C'est une parole contre une parole. Je vais me ridiculiser. Oui, il écoute. Et à la fin du discours, tout le monde est émerveillé. Les gens, ils se lèvent. Chazak Baruch, Kol HaKavod, Yashar Koach. Et vraiment, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et le jeune rabbin, il fait un petit clin d'œil comme ça. Et voilà, maintenant, je t'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu diras maintenant? Le vieux rabbin, il arrive. Le rabbin qui est plus âgé, et sage. Il dit, écoutez, faire des discours, c'est facile. Je peux vous faire des discours d'aujourd'hui à demain. Et n'importe quel candidat, il se prépare, il prend une semaine, 2 semaines, il prépare son discours, il vient, il délivre son discours, il délivre son message. Vous savez ce que vous avez besoin et ce qui est vraiment rare? La perle rare, c'est le rabbin qui sait écouter. Et il faut avoir un rabbin qui sait écouter et qui est à l'écoute de votre communauté. Je vais maintenant vous montrer quelle est ma passion d'écoute. Vous allez voir que je peux vous répéter mot pour mot ce qu'un rabbin plus jeune que moi a dit. Et comme ça, il a répété tout le discours. Et évidemment, il a remporté le jeu. Voilà. Donc. Excellent, excellent. Alors, on va maintenant commencer le 9e chapitre, les lois de Shrita, et vous avez le texte qui s'affiche à l'écran à ces instants même. Alors, le chapitre actuel porte sur 3 nouveaux cas de tréfa que l'animal, malgré la Shrita, ne serait pas cachère, s'appelle Psuka, Kroua et Nefula. On va expliquer exactement qu'est-ce que c'est. C'est l'animal qui a la moelle épinière et Psuka, qui est divisé, qui est tranché. L'animal qui a été déchiré et l'animal qui a fait une chute de son vivant.
Et ces trois cas-là seraient taref, ce serait un animal qui n'est pas cachère, malgré la shrita, l'animal dedans était déjà brisé dans des endroits critiques, dans des points critiques de l'animal. Alors, le Rambam commence par le premier cas. Souka keitat. חוט השדרה שנפסק האור החופה את המוח. יפה. בלבד שיפסק רוב היקפים. אבל אם נסדק האור לאורכו, או ניקב, מותרת. לכן נשברה השדרה, ולא נפסק החוט שלה, או שנתמעך המוח שבתוך החוט ונתנדנד, הואיל ואורו קיים, הרי זה מותרת. Alors, l'animal qui a la moelle épinière qui est sectionnée, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est si la peau qui enveloppe le moelle épinière a été sectionnée, l'animal est très fin, mais il faut qu'il y ait la majorité qui était fondue, donc qui était fondue dans la largeur, dans le tour de la moelle épinière. Par contre, s'il y avait juste une petite fraction qui était dans la longueur, l'animal est toujours permis, ainsi que si la colonne vertébrale était brisée, mais la moelle épinière n'a pas été coupée, alors, ou bien que la moelle épinière, elle était un peu écrasée, mais elle est restée intacte, alors l'animal serait toujours permis si la shrita était cachère. Halacha bet, hu murach hamoach ונשפך כמים, או כדרק שנמאס, עד שימצא החוט שממינו אינו עומד, הרי זו טרפה, ואם לא יוכל לעמוד בפני כובדו, הרי זו ספק אסורה. Par contre, si la moelle épinière, elle a comme si elle avait fondu et elle s'est liquéfiée, elle se verse comme si c'était de l'eau, donc là, elle ne tient pas du tout. Si ça tient pas du tout, c'est devenu comme si c'était du liquide. Ça ne tient pas du tout, c'est pas caché. Si maintenant, la moelle épinière, elle s'est épaissie de sorte que le cordon ne peut pas tenir à cause de son poids, pas parce que c'est devenu liquidifié, mais parce qu'à cause de son poids, alors là, c'est un cas de doute. Et pour le doute, on n'a pas le droit de le consommer. Mais s'il a consommé, il ne sera pas puni vu que c'est un doute. Si c'est un problème de cache-route ou pas, dans ce cas-là, où ça ne tient pas à cause de son poids. À l'arrêt suivant, à l'arrêt gimel, adechan ou chutashidra. Puisqu'on parle ici d'un arrêt spécifique par rapport à la moelle épinière, il faut savoir jusqu'à où est considérée la moelle épinière. Il dit, trilato michutz la pauline, shebetrilata oref, עד סוף פרשה שנייה, שלא ישר אחריה, אלא פרשה שלישית, הסמוכה לתחילת העלייה. Alors, ça commence à l'extérieur des clans, c'est-à-dire là où la nuque elle commence, jusqu'à la fin de la deuxième section, donc du sacrum. C'est-à-dire il y a trois parties. Si on peut diviser la moelle épinière, ce qu'on voit dans cette halakha, il y a la première partie qui commence avec la nuque, il y a la partie du milieu, qui s'appelle paracha shniya, il y a ensuite la paracha shlishit, qui est le trilat aliyah, qui est le début de la queue. La moelle épinière, elle descend jusqu'au début de la queue. Et au milieu, il y a deux bosses, deux endroits avec deux bosses au milieu. Et donc, deux bosses au milieu, ça veut dire qu'on divise ça en trois, depuis la nuque jusqu'à la première, jusqu'à la paracha shniya. Ensuite, la suite jusqu'à paracha shlishit, qui est proche de la queue. Alors, donc ils disent ce qu'il dit ici, c'est que la moelle épinière va jusqu'à la paracha shniya, donc jusqu'au dernier morceau qui est avant le dernier petit morceau qui est avant la queue. Le dernier petit morceau qui est juste avant la queue, c'est déjà plus considéré la moelle épinière. הלך הדלת ושלוש פרשת אלו הן שלושה עצמות דבוקים זה בזה למטה גבוליות של שדרה, וחוט השדרה בעוף עד בין הגפיים, אבל למטה במקומות אלו הן משגיחים על חוט שנמשך לשם, בין שנפסק רובו, בין שנמשך המוח. Donc, ces trois sections, elles sont trois vertèbres. C'est ça ce qui fait finalement toute cette
toute cette partie qui est là dans la colonne vertébrale, elles sont soudées l'une à l'autre. Et dans l'oiseau, la moelle épinière se trouve où? Elle se trouve dans la partie qui est située entre les deux ailes. Maintenant, toutes les parties qui dépassent après ce point-là qui est la dernière vertèbre qui est avant la suite qui va aller vers la queue, tout ce qui est en dehors donc de ce périmètre qu'on a défini comme moelle épinière ne rend pas l'animal taref s'il y a un problème et un défaut. Donc là, on a expliqué qu'est-ce que c'est souka et donc on comprend maintenant quel est le problème que la moelle épinière euh, soit coupée et sectionnée. Maintenant, on va passer à un autre cas, un deuxième cas, et c'est le cas de la croix. Croix, ça veut dire déchirer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déchirer? croix כיצד? בשר החופה את רוב הכרס, והוא המקום מן הבטן, שאם יקרה לפי הכרס, אם נקרא בשר זה טרפה. אף על פי שלא הגיע קרא לכרס עד שנראית, הכיוון שנקרא רוב רביע הבשר הזה, וניטל טרפה. וכמה שהוא הקרא באורכו, אורך טפח, נותן במה קטנה, נקרא רוב אורך הבשר הזה החופה את הכרס, אף על פי שאין באורך הקרא טפח, טרפה או אין בנקרא רובה. Alors, déchirer, c'est déchirer où? À quel endroit qui pose problème? Alors, c'est quand c'est déchiré dans la chair qui recouvre la panse de l'animal, donc le caresse. Ça fait partie vers les intestins de l'animal. Et donc, cette chair-là, si elle se déchire, c'est ça le problème de l'animal déchiré. Mais quelle est la taille de la déchirure? Ça dépend. Si c'est un grand animal, une vache, un taureau, il faut que ce soit minimum un tefar, 8 cm. Si c'était un petit animal, même si c'est plus petit qu'un tefar, mais que c'est la majorité de l'espace et la longueur de la chair qui recouvrait la panse, c'est-à-dire l'endroit du ventre, alors ce serait également taref, parce que ça s'appelle le koua, c'est le problème de la déchirure. Halakha suivante, halakha he. נקדד הבשר הזה בעיגול, או באורך אם היתר מקסלה, בכדי שכנס בו 3 גרעיני תמרה, זו בתוכה, הרי זו טרפה, שאם ימתח קרע זה, יעמוד על טפח. Alors maintenant, si cette chair elle a été taillée avec un trou, une forme de cercle, ou bien un trou en forme carrée. Alors là, c'est pas juste que c'était une feinte, que c'était une petite déchirure. Mais c'est pire que ça, c'est un trou. Alors là, ce sera des lois différentes. On va pas demander à ce que le diamètre du trou soit un tefar, même si c'est moins que ça. Là, c'est pas juste une déchirure, mais c'est carrément un trou de forme circulaire ou bien de forme rectangulaire. Alors là, la taille du trou, c'est supérieure à la taille d'un sela, c'est-à-dire l'espace pour y mettre 3 noyaux de date, un à côté de l'autre, l'animal est très fin. Si c'était moins que ça, l'animal n'est pas très fin. La halakha suivante, בהמה שנפשט האור שעליה כולו, בין שנקרא ביד ובחולי, ונמצא בשר בלא אור, הרי זו טרפה וזו נקראת גלודה. ואם נשאר האור רוחב סלע, על פני כל השדרה, ורוחב סלע על הטבור, ורוחב סלע על ראשי איבריה, אז מותרת, יותר רוחב סלע מעל כל פני השדרה ומעל הטבור ומעל ראשי איבריה, ושך לאור קיים, אז ספק, ויראה לי שמתירים אותה. Maintenant, il va parler d'un autre cas, et c'est le cas de l'animal
qui était déchiré, mais déchiré d'une autre façon, d'une autre sorte, c'était que toute sa peau était déchirée. Donc, elle a uniquement la viande sans peau. Que ce soit déchiré à la mort, mais que ce soit déchiré par une maladie. Alors ça rend l'animal très fin. Mais il dit, par contre, s'il reste une bande de peau de la largeur d'un sénat, on a expliqué dans la phrase précédente, la taille euh, de trois noyaux de date. Si il y a cet espace-là, ce périmètre-là de peau qui est resté sur, sur la colonne vertébrale, ainsi que sur le nombril et sur les extrémités de chaque membre, l'animal est permis. Maintenant, s'il y avait euh, toute la peau qui était là, mais qu'il manquait de un de ces endroits sensibles qu'on vient de dire, là, c'est le contraire. Là, la peau partout, sauf dans ces endroits sensibles. Là, le Rambam dit c'est un doute. Le Rambam dit qu'il le sent quand même que ça serait cachère, parce que quand même, l'animal est recouvert à majorité avec sa peau. Maintenant, vous passez au troisième cas, le cas de la chute. Al-Khazaïn, Nefoula Ketzat, quel est le cas de l'animal de chute? Que là, ça rend l'animal taref. Haresh nafla be'ema b'makom gavoa shegov'o 10 טפחים ליותר, ונתרסק עבר מאיבריה, הרי זאת טרפה. וכי צד הוא הריסוק, שיתרוצץ העבר ויהלם מחמת הנפילה, עד שתיפסד צורתו ותוארו, אף על פי שלא ניקב, ולא נסדק, ולא נשבר. הרי זאת טרפה. וכן אם יכה אותה באבן או במטה, וריצץ עבר באיבריה, טרפה, ואיזו איברים אמרו? באיברים שבחלל. Alors, le cas de Nefoula va tomber. Il y en a qui est tombé dans un endroit qui est élevé, dont la hauteur est de 10 tfachim, minimum, donc 80 cm. Et il y a un de ces organes ou plus qui s'est écrasé. Ça veut dire quoi écrasé? L'organe, il peut être entier, ni perforé, ni fendu, ni brisé. Mais il a été écrasé. Alors, à cause d'une chute de 10 tfachim, ou bien parce qu'il était frappé avec une pierre ou un bâton. En ce cas-là, il est très fin. Quels organes est-ce qu'il s'agit? Il s'agit ici des organes qui se trouvent dans l'animal. Pas des pattes et tout ça, mais vraiment les organes internes. À la chachet, et il poursuit par rapport au cas de l'animal qui a eu la chute, במה שנפלה מן הגג, אם הלכה, אין חוששים לה. ואם עמדה ולא הלכה, חוששים לה. קפצה מחמת עצמה, אין חוששים לה. הניחה למעלה ומצאה למטה, אין חוששים לה שנפלה. Alors, il dit ici, premièrement, il y a une différence dans un animal qu'on trouve, on a vu qu'il y a eu une chute. Alors, je considère que la chute, elle a écrasé quelque chose dans un organe, ou bien je considère que l'animal ne s'est pas écrasé du tout avec la chute. Qu'est-ce que je considère ici? Alors, il dit ça dépend si l'animal est tombé ou l'animal a sauté. Si l'animal a sauté, alors, vous savez, quand on saute, on se prépare pour le coup et on sait comment s'y prendre. Que ce soit un être humain, que ce soit un être animal. Là, on n'est pas recherche. On ne craint pas qu'il y ait eu un choc qui a écrasé des organes. Par contre, si l'animal est tombé, alors, on craint jusqu'au moment où on voit que l'animal commence à avancer tout seul, que là, ça veut dire que tout est bon. On a laissé un animal en haut sur un toit, on le retrouve en bas. Alors, on ne craint pas que c'est tombé parce qu'on dit certainement que l'animal a plutôt sauté. C'est plus logique que l'animal a sauté plutôt que l'animal est tombé. על החיות, זכרים להכין זה את זה, איך חוששים להן, אפילו יבואו לארץ שחוששים להן, אפילו בהמה שלם גררת רגליה, איך חוששים להשמד את פסקו איבריה, השמד את שק החוץ של שטרה. Alors, des mâles qui sont comme l'un l'autre, on ne craint pas que les organes soient écrasés. Maintenant, si par contre ils sont tombés à terre, alors là, on se soucie de l'éventualité qu'ils se sont écrasés les organes. Un animal qui traîne les jambes, on ne craint pas que ses organes soient écrasés, mais on dit que certainement que l'animal traîne ses jambes parce que l'animal est certainement
certainement fatigué, ou bien l'animal a mal au pied, mais là, c'est pas un problème interne, c'est un problème un problème du pied, dans la hanche, mais pas un problème dans les organes, et ça rend pas l'animal taref. הלכה ט' גנבים שגונבים הטלאים ומשליך אותם לאחורי הדין. אין חוששים להן משום ריסוק איברים, שאין משליכים אותן אלא בכוונה שלא ישתגעו. אם יחזרו וישלחו לדיר מחמת תלירה, אין חוששים להן, מחמת תשובה, אין חוששים להן מפני שמתכוונים להחזירן שלמים וייזהרו בהשלכתן. À l'époque, c'était l'habitude que les gens qui volaient des agneaux, ils les jetaient. Il y avait un enclos, c'était difficile de casser et tout ça sans que personne remarque. Et si on casse, ça fait beaucoup de bruit, c'est plus facile de s'infiltrer, de grimper dedans. Il y avait un voleur dedans, un voleur dehors, avec sa charrette ou je sais pas quoi, et il jetait les agneaux au-dessus de l'enclos. Alors, est-ce qu'on craint que puisqu'il y a eu une chute, alors les agneaux se sont écrasés les organes internes? On dit on le craint pas parce que il le jette de façon professionnelle, de façon à ce que ça tombe sans choc. Maintenant, s'ils les ont jetés de retour dans l'enclos, si c'est parce qu'ils avaient peur qu'on les attrape, ils étaient en train de s'enfuir, alors là, on craint que l'animal ait eu un choc. Par contre, si c'était pour la teshuva, on le craint pas parce que là, certainement qu'ils sont concentrés, et c'est des professionnels, ils savent comment jeter. Donc, certainement qu'ils ont bien jeté, comme leur expertise de jeter sans écraser les organes internes de l'animal. הלכה י' שור שהרביצו לשחיטה, אף פי שנפל נפילה גדולה שיש לה קול, שמפילים אותו, אין חוששים לו מזה שלא יצפונה ולחזק השמגיע לה. Alors, s'il y a, on a frappé un animal, et l'animal on l'a allongé avec une force quand même. Malgré qu'on a entendu une chute, ça fait même du bruit, cette chute. Quand même, on n'a pas de crainte à son égard, parce que l'animal enfonce ses sabots dans le sol et se maintient avant d'atteindre le sol, et donc la chute est donc amortie. Halakha suivante, halakha Yudalef, Ika Bemal Rosha Vatchala Amaka Krilape Znava, A O Al Znava Vatchala Krilape Rosha, Afilu Ika Ota Bemater, Kol HaShidra, En Chosheshin La, Ve'im Yesh Bemater Chuliot, חוששים לה, ואם יגיע ראש המדע עדים בקצת השדרה, חוששים לה, וכן אם יקרא לרוחב השדרה, חוששים לה. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que si on a frappé un animal avec un bâton sur la tête, et que le coup s'est étendu, porté sur la tête, et ensuite, le coup, il allait aussi sur le reste de l'animal, jusqu'à la queue, ou bien s'il a frappé, ça a frappé sur la queue, et ensuite, le bâton, il a ensuite continué, il a aussi donné un coup à la tête. Alors, on se dit, bon, alors, entre la tête et la queue, il y a la colonne vertébrale, il y a la colonne vertébrale qui protège tous les organes internes. Est-ce qu'on considère qu'on y a ici une crainte? On dit non, on ne craint pas. Parce que certainement, un coup pareil, c'est un coup dans lequel la colonne vertébrale n'a pas pris beaucoup. Et donc, on ne craint pas qu'il y a eu ainsi un problème avec les organes internes. Maintenant, si le bâton, il, si c'est un bâton qui est particulier pour frapper et qui a plusieurs nœuds, donc c'est pas juste un bâton qui est tout plein, mais c'est un bâton qui a plusieurs nœuds, un peu comme le milieu du matraque. C'est pas juste un bâton qui est tout droit, mais il y a également encore un petit bâton, encore un petit pic qui ressort, encore une petite bosse qui ressort. Alors là, c'est fait pour frapper et le coup n'est pas partagé de façon égale sur le bâton, mais le coup, il ressort plus fortement là où il y a les bosses, là où il y a les nœuds qui ressortent, et là, on craint également. הלכה י"ב, אף שנחבט על גבי דבר קשה, כגון כארי של חיטים על קופה של שקדים, כיוצא בהן, חוששים לריסוק איברים, אם נחבט על גבי דבר רך, כסות כפולה,
והתבן, האפר וכיוצא בהן, אין חוששים לו, נדלקו כנפיו ודמי משת צידה, נתחבט, אם בכנף אחד נאחז, אין חוששים לו, אם נאחז בשתי כנפיו, נתחבט בגופו, חוששים לו. Un oiseau, un volaille qui a eu un coup sur quelque chose de dur, comme un tas de grains, un cajot d'amande, quelque chose qui est dans le même contexte, on craint que ce membre se soit écrasé. Mais s'il a heurté quelque chose qui était tendre, alors là, on n'a pas de crainte à son égard. Halakha suivante, la halakha nous dit, non, juste encore un petit détail, c'est halakha, d'Amerville, il dit que si ses ailes sont collées avec la glu, lorsqu'il était capturé, et qu'il est tombé, il s'est heurté au sol, donc le sol se considérait dur, alors même s'il a réussi à se retenir par une seule aile, on ne le craint pas. Mais s'il s'est retenu avec ses deux ailes, on craint. Vous allez me dire, mais a priori, c'est le contraire. S'il se retient avec les deux ailes, ça doit être mieux. On dit non, ce qui change ici, c'est que, voilà, on parle ici on voit ici un volaille qui a eu un heurt, qui a eu un choc par terre. Des fois, vous voyez, ça, j'ai vu ça quelques fois, on voit comme ça des oiseaux qui ont des chutes et ils ont des heurts directement sur le sol. Alors, les ailes n'ont pas d'organes sensibles dedans. Les ailes, c'est une pure protection. Quand l'oiseau il vole avec, c'est parfait, mais même quand il y a une chute, finalement, s'il y a une aile, l'aile va amortir le coup. Alors, ce qu'on dit ici, c'est comme ça, c'est que si l'animal, il a essayé de se débattre avec une aile, alors l'autre aile était toujours là comme une sorte de protection. Donc c'était de sorte à ce qu'on ne craint pas. Il y a eu ici un choc qui a écrasé les organes internes. Par contre, si l'animal, si le voilà essaie essayer de s'attacher avec et de s'accrocher avec les deux ailes, et là le corps du volaille a eu un choc par terre, le corps lui-même était directement avec le choc, sans aucune protection. הלכה suivante, הלכה י"ג, נחבט על פני המים, אם שט מלוא קומתו ממטה למעלה ולעומת המים אין חוששנו, אבל אם שט ממעלה למטה, אם הילוך המים, אין חוששנו, שמה המים הם מלכים אותו, וכדאי נתן לנו ערכה שמלכים לגבי מים, לשעת נפת עצמו, אין חוששנו. S'il y a un coup sur de l'eau, alors est-ce que je considère que le coup sur l'eau, c'est un coup qui écrase les organes ou pas? On dit ça dépend. Si tu vois après qu'il va avec le courant de l'eau, c'est une crainte. Ouais. Quand il y a un choc qui vient de très haut, même sur l'eau, ça peut écraser des organes. Par contre, si tu vois qu'il va contre le courant, ou bien qu'il va plus rapidement que le courant, donc par exemple, tu vois qu'il y a un bout de paille qui va à une certaine vitesse et lui il va plus vite, alors là c'est certain qu'il va avec ses propres forces et donc ça veut dire qu'il a toujours ses forces avec lui et on ne le craint pas. הלכה suivante, הלכה י"ד. כל מקום שאמרנו, אין חוששים לו, מותר לשחוט מיד, צריך לבדוק שמה נתרסק ערב. בכל מקום שאמרנו, חוששים לה, אם שחטה צריך לבדוק כנגד כל החלה כולו בעקבות קוד הראש עד הירך, אם מצבה טרפה, הטרפה שמעלינו שתעשה כבר מן הדברים שפליטים שזה תורתו, כי זאת טרפה. Donc, chaque cas, on a dit qu'on n'a pas besoin de craindre. Alors, on peut faire la shrita tout de suite et pas besoin d'examiner. S'il y a un organe qui s'est écrasé, il faut juste examiner ce qu'on examine dans chaque animal. Il n'y a pas besoin d'examiner chaque organe. Par contre, si on a dit qu'on craint, là, tu peux faire la shrita. Après avoir attendu un certain laps de temps, alors, même si tu as fait la shrita, il faut vérifier et checker que tout était bien. הלכה ט"ו, אפילו מתרסק איבר מן האיברים שנגדלו כשרה, נותחו וכליות, הרי זו טרפה. חוץ מבית הרחם שמתרסק, הרי זו מותרת, זמנים אינם צריכים בדיקה, אחד שנפילה במערכת אותם. Alors, même s'il y avait un membre, même si le membre
était manquant, l'animal serait considéré toujours cachère. Quand même, si c'était écrasé, par exemple, les reins, on peut vivre sans un rein. Il y a des gens qui font des dons de reins, les animaux aussi. Même s'il manque un rein, ils pourraient vivre. Néanmoins, si le rein ou bien la rate était écrasée, l'animal devient très fin, même s'il pouvait vivre sans ce rein-là. Euh, Sauf de la bête à rechem, ou la matrice, là où il pourrait y avoir les fœtus, les différents enfants. Alors là-bas, même si c'était écrasé, l'animal reste toujours caché. Les simanim, donc les signes de la trachée et de l'œsophage, là on fait la shrita. Est-ce qu'il faut faire un check supplémentaire si l'animal a eu une chute? Non, parce que la chute n'aura aucune conséquence par rapport à la shrita qu'on va faire après. La chute, elle pourra faire un problème à un des organes. C'est pour ça qu'il faut checker les organes dans les cas où on a dit prochechine, dans les cas où on a dit contraint, mais pas le lieu de la shrita. Le lieu de la shrita, il est comme tous les autres bêtes. C'est juste les autres lieux sensibles. C'est là-bas qu'il faut vérifier s'il y a un problème ou pas. Alors, la halakha poursuit dans la halakha suivante. halakha תדעים. נפלה מן הגג ולא עמדה. אסור לשחוט אותה שתשב מעת לעת, לשחוטה בתוך זמן זה, זאת תקפה. או שחוט אותה מאחר, מעת לעת, צריכה בדיקה כמו שבארנו, si c'est tombé du toit, il faut attendre déjà 24 heures, et même après 24 heures, il faut vérifier tout ce qu'on a dit, qu'on a expliqué plus tôt dans le chapitre. Et si on n'a pas attendu les 24 heures, l'animal se pétale. י"ז וכן מי שדרס ברגלו על העוף, או שדרסתו בהמה, או שטרפו לכותל, הדבר הוא מפרכס, משנה אותו מעת, ואחר כך שוטט אותו, ובודקים אותו כדי שדרנו. Également, si l'oiseau a été piétiné par un homme, ou écrasé par un animal, ou collé contre un mur, et que l'animal s'agite encore, alors là, il faut attendre 24 heures, et même après 24 heures, il faut vérifier si tout est en ordre. Dernière halakha de ce chapitre, halakha Yutret, halakha Chai, סימן שדדלו ברובה תקפה, אפילו שלא מחמץ נפילה. לכן התקפלו ראשי הערינו ראויים לשחיטה, אבל אם נקפרה קרוב תרבץ הפשט מן הלחי, הרזולטה שנתרבץ ראוי לשחיטה כמו שבעם. Alors, c'est la dernière chose qui est liée avec la lachote de Nefoula, d'un animal qui a eu une chute, qui a eu un choc. Si les signes, donc les signes là où on fait la shrita, l'œsophage et la rachette, ils sont devenus une nidaldelo, ils sont devenus pendants, on voit qu'ils font plus partie de l'animal comme l'animal était avant, mais plutôt ça pend, c'est-à-dire ça, comme si ça tient sur un fil. Et ils sont pendants sur leur rouban, sur leur majeure partie, même si c'était pas à cause d'une chute. Et aussi s'ils étaient détachés, alors là aussi, ils sont pas cachés, et donc ça sera tarif. Par contre, s'il y a la majorité du tarbet savachet, on l'avait expliqué dans le shiur de dimanche, que c'était le vestibule de l'œsophage. Donc c'est la partie qui accroche l'œsophage avec la mâchoire. Ça c'est le tarbet, ça c'est le vestibule de l'œsophage. Si cette partie-là s'est détachée de la mâchoire, c'est toujours permis, vu que de toutes les façons, la shrita n'est pas cachée à la main. La shrita est sur l'œsophage qui est dans le cou, pas sur le vestibule de l'œsophage qui se trouve collé à la mâchoire. Et donc, là-bas, c'est pas critique et l'animal serait toujours cachère, même si ce morceau-là, ce vestibule de l'œsophage, c'est détaché de l'animal. Et c'est devenu pendant. D'accord, est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans un intervalle, peut rendre l'animal non cachère. Alors, déformation, on a vu que ça dépend quelle déformation. La déformation
qui fait que la colonne vertébrale ne tient plus du tout. On a ramené l'exemple que c'est comme si c'était devenu du liquide, ça ne tient plus du tout. Voilà, ça rend l'animal pas cachère. Mais sinon, sinon, si la colonne vertébrale existe toujours, juste s'il y avait une déformation, l'animal serait toujours caché. Donc ça, on avait vu dans les premières halachot, c'est dans la halacha bête, si je ne me trompe pas, halakha numéro 2. La jambe avant paralysée alors que la moelle n'est pas coupée, ni liquide est cachère. Oui, la paralyse, ça ne rend pas l'animal pas cachère, paralyse la jambe, sans problème. Troisième question, pourquoi dans le cas où un rein ou la rate est écrasé, l'animal devient taref, parce que lui, son rein, aussi, il devrait rester cachère. Ah, alors je relis toutes les questions. Non, mais pour les prochaines fois, parce que sinon, dans le replay, on comprend pas sur quoi tu réponds. Alors, tu pourras couper cette partie et je recommence les questions. Ok. Alors, la question de Raymond. Une déformation de la colonne vertébrale peut-elle rendre l'animal non cachère, scoliose, lordose, etc. Alors, la déformation en elle-même n'affecte pas la cache-croûte. Ce qu'on a quand même traité dans ce chapitre, c'est qu'il y a une déformation qui, elle, peut rendre l'animal non cachère, et c'est la déformation qui fait que la colonne vertébrale est devenue comme liquide, comme si elle avait fondu dans la halakha bête, la halakha numéro 2. Et là, l'animal ne tient plus du tout, parce que la moelle épinière, elle a entièrement fondu, c'est devenu liquide, et ça coule comme du liquide. Ça ne tient plus du tout. Alors là, c'est une déformation qui rend taref. Mais sinon, une autre déformation, autre que celle-ci, laisse l'animal dans le statut de cachère. La deuxième question de Michel, si un animal a une jambe ayant avant paralysée, alors que la moelle n'est pas coupée ni liquide, est-il cachère? Et la réponse est oui. On ne retrouve dans aucune halakha que la paralysie de la jambe rend l'animal pas cachère. Même un animal avec une jambe paralysée va rester cachère. Et la question de Baruch, pourquoi dans le cas où un rein ou la rate a été écrasé, l'animal devient taref, puisque vivre sans rein est possible, devrait plutôt rester caché. Très bonne question. On a vu ça dans la halakha, euh, ça dépend des versions, parce que selon le livre que j'ai devant moi, c'est la halakha 17. Et dans la vidéo qu'on a mis, je pense que c'était la halakha numéro 15. Alors, la, la Gemara traite de ce cas. Et la Gemara explique que c'est quand même taref. Ce serait quand même pas cachère, malgré que c'est un membre qu'on aurait pu vivre sans. Et la raison, elle est parce que lorsqu'on a retiré ce membre, le membre n'est plus actif. Et il ne fait plus rien et on peut se débrouiller sans. Par contre, quand le membre, l'organe se trouve dans le corps, mais que l'organe est sorti de sa fonction, alors l'organe, il est toujours vivant, d'une certaine façon. L'organe, il puise des énergies, il prend, et l'organe aussi, il donne, il influence. Quand tu retires entièrement, alors ok, ni tu prends de l'énergie, et ni tu me donnes quoi que ce soit, t'es pas là. Mais quand cet organe, il est là, et alors qu'il n'est pas fonctionnel, ça c'est le pire. Et donc l'animal, le même animal peut être cachère sans cet organe, par exemple sans un rein, mais si le rein il est là et que le rein il est écrasé, fondu, ce rein-là il va recevoir de l'énergie du corps et il va rendre ses déchets dans le corps et donc cet animal devient tarif. Ça c'était aussi la question qui me sautait aux yeux quand j'ai appris ça pour la première fois. C'était la question qui me dérangeait le plus. A priori, si même sans, je me débrouille, alors si je l'ai, à plus avoir de raison. Et quand on ouvre dans la Gemara, on voit que non, chaque chose a une raison. C'est moi, ma Koulin qui traite de ça. Et on voit là-bas que chaque chose a une raison spécifique. Les Chachamim, ils ont compris vraiment chaque chose, même dans la science et dans la biologie, chaque chose est précis et claire. Et
Et Yom. Chazak Baruch. Juste un petit rappel, demain matin, Shacharit, c'est à 8 heures vu que c'est un jour férié. Et on va faire aussi un petit shiur après pour tous ceux qui sont présents dans la région genevoise. Chazak Baruch et un grand chazak à tous. Et c'est le dernier shiur que j'ai avec vous, je pense, jusqu'à Shavuot, normalement. Donc, pour dimanche, j'aurai un replay qui sera là. Donc, je profite déjà de l'occasion de vous souhaiter à tous et à chacun de vous un Shabbat Shalom, ainsi que Chag Sameach et Kabbalat HaSimcha Simcha, Kabbalat HaTorah Simcha B'Tiyut. Le Rabbi toujours souhaitait qu'on accepte la Torah avec joie et avec profondeur. Donc, si on accepte la Torah sans joie, ça montre qu'on n'a pas vraiment accepté la Torah. Ça montre qu'on n'a pas du tout compris l'appréciation qu'il faut avoir à la Torah. Donc, c'est pour ça que le Rabbi a dit la Kabbalat HaTorah Simcha avec joie. Mais après, la joie ne suffit pas. Il faut aussi que ce soit avec profondeur. Si c'est juste superficiel et c'est la joie, parce qu'on mange du gâteau au fromage et des cheesecakes, c'est pas la vraie joie de la Torah. Il faut avoir une joie de la profondeur de la Torah et pas juste du côté superficiel de la Torah. Chazak Baruch à vous tous et à très bientôt, Bezat Hashem. Merci, Merci. merci beaucoup. Merci. Chazak Baruch. Merci, Baruch. Avec plaisir.